Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un léger tintement, et je pénétrai dans le hall en marbre poli du Lafayette Club, serrant contre ma poitrine un coffret cadeau argenté. Un silence régnait dans le couloir devant la salle de bal, cordes de velours, douce musique classique et léger tintement des flûtes de champagne juste derrière les portes. Le genre d'endroit où l'on porte une richesse discrète comme un parfum. Mes talons résonnèrent doucement tandis que je m'approchais du bureau de l'hôtesse. Elle leva les yeux avec un sourire professionnel, tablette à la main. « Bonsoir », dis-je en lissant le devant de ma robe noire. « Je suis ici pour l'anniversaire de Morgan. »« Camellia Morgan », tapotai-je rapidement ses doigts, faisant défiler les pages. Son sourire s'estompa. « Je suis désolé. Pourriez-vous répéter le nom de Camellia ?»« Rémi Morgan est mon fils. C'est son 10e anniversaire de mariage avec Liana. » Ses sourcils se froncèrent tandis qu'elle parcourait la liste, plus lentement cette fois. « Je ne vois pas de Camellia Morgan sur la liste. »« Il doit y avoir une erreur, » dis-je plus doucement, le feu me montant aux joues. « J'ai aidé à organiser ça. J'ai payé la compte. » Elle leva les yeux, incertaine. « Je vais chercher la coordinatrice. » Je me tournai légèrement, apercevant des lueurs à travers les portes givrées, des roses blanches et des verres en cristal. Des rires. Je reconnus ma cousine Martine, déjà pompette, qui tenait la cour à une table centrale. Puis les portes s'ouvrirent plus grandes et Liana sortit. Son regard se posa instantanément sur moi. Son expression était parfaitement posée, mais il n'y avait rien de bienvenu. « Tu n'es pas sur la liste des invités, Camellia. » J'essayai de garder une voix calme. « Il n'y a pas de liste sans moi. J'ai payé pour cette chambre. » Son regard se porta sur l'hôtesse, puis sur quelqu'un derrière elle. Un homme en costume sombre s'approcha. La sécurité. Je me retournai. Rémi était entré. Le couloir. Il avait l'air impeccable dans son smoking noir, plus âgé que dans mes souvenirs. Son regard refusait de croiser le mien. « Rémi ?» demandai-je d'une voix tremblante. « Qu'est-ce que c'est ?» Il ne répondit pas tout de suite, jeta juste un coup d'œil à l'agent de sécurité, puis à l'hôtesse. « Je t'avais dit de ne pas venir, » murmura-t-il. « Ce n'est pas le moment. » L'agent s'avança. Je ne protestai pas. Je ne pleurais pas. Je me dirigeai vers l'ascenseur, tenant toujours la boîte. Emballage argenté, ruban bleu à l'intérieur, 2 montres assorties, gravées, toujours en marche. Ça n'a pas toujours été comme ça. Il fut un temps où Rémi courait dans la maison pieds nus et en pyjama taché de céréales en criant. « Maman, on aurait dit que j'étais le centre de son univers. » Je me souviens encore du poids de sa petite main dans la mienne. En entrant dans la maison funéraire, le jour de nos adieux à son père. Il avait 9 ans. J'en avais 38 et j'étais terrifiée. Après la mort de Marcus, tout a changé. J'ai rangé mes pinceaux, emballé les toiles et accepté un poste de responsable de la conformité dans une société financière du centre-ville. L'art ne payait pas les factures, et les factures ne s'arrêtaient pas pour le deuil. Je me disais que c'était temporaire, juste le temps de retrouver nos marques. Mais le temporaire finit toujours par devenir permanent. Quand un enfant a besoin d'un appareil dentaire, il faut ensuite des cours particuliers, puis des études supérieures. Je n'ai jamais manqué un seul paiement de frais de scolarité. J'ai co-signé le bail de son premier appartement hors campus. Je préparais des cartons de soins à chaque mi-trimestre. Quand il m'a appelé à 22 ans pour me dire qu'il avait une idée d'entreprise et avait besoin de fonds de départ, je ne lui ai pas demandé quel était le risque. J'ai signé le chèque. Sa première start-up marketing a fait faillite dans l'année. Mais je lui ai dit que l'échec faisait partie du parcours. C'est ce que font les mères. On trouve toujours le moyen de transformer la déception en élan. Et puis il a rencontré Liana. Elle venait d'une famille aux racines country club et au sourire glacial. La première fois que je l'ai rencontrée, elle m'a regardé comme si j'étais quelqu'un qui débarquait par l'ascenseur de service. J'ai essayé. Dieu sait si j'ai essayé. Je lui ai envoyé des fleurs pour sa promotion, je l'ai invitée à un brunch, je l'ai complimentée sur ses robes. Elle a tout accepté avec la courtoisie indifférente d'une femme élevée dans l'idée que la politesse est une forme de supériorité. Petit à petit, je me suis sentie mise à l'écart. Quand ils se sont fiancés, je l'ai appris par une publication Facebook, une photo brillante de la main de Liana, son diamant de la taille d'une myrtille, et une légende qui disait « Il a demandé ». J'ai dit oui. Il n'y a eu ni appel, ni invitation, ni même de SMS. Je les ai félicités quand même. Une semaine plus tard, Rémi m'a envoyé par email un lien vers un hôtel de luxe à Bise. On y pense pour notre lune de miel. Tu crois que tu pourrais?
Pas d'excuses. Pas de remerciements. Juste une question en suspens et une attente tacite. J'ai réservé ce soir-là. J'ai aussi fait un chèque pour la compte de leur première maison. Quand j'ai déposé l'enveloppe, Liana ne m'a pas proposé de place. Je suis restée plantée là, mon sac à main à la main, comme une invitée chez un inconnu. Et pour la première fois, je me suis demandé comment une femme pouvait disparaître aussi complètement de sa propre famille. Mais je n'étais pas prête à lâcher prise. Pas à ce moment-là. Je me disais que les choses changeraient après le mariage. Ce ne fut pas le cas. Tout a commencé avec Thanksgiving. L'année suivant le mariage, j'ai appelé pour demander ce que je pouvais apporter, pensant que j'aiderais en cuisine comme toujours. Rémi semblait hésitant. En fait, les parents de Liana reçoivent cette année. C'est un peu juste et ils font dans la petite maison. Il l'a dit comme s'il y croyait. J'ai dit que je comprenais. L'année suivante, c'était Noël, puis Pâques, puis les anniversaires. L'excuse changeait. Parfois c'était un conflit d'emploi du temps, d'autres fois une grippe, mais le message restait le même. On fait autre chose sans toi. J'ai fini par arrêter de poser des questions, mais les invitations ne sont jamais revenues. Malgré mon absence, mon nom était toujours là quand il s'agissait d'argent. Quand Liana était enceinte, on m'a dit par courriel que la liste de naissance était exclusivement numérique. J'ai commandé les articles les plus chers, le berceau intelligent, le matelas bio et le babyphone haut de gamme. Il n'y avait pas de carte de remerciement, mais une photo est apparue une semaine plus tard sur la story Instagram de Liana avec la légende « J'ai hâte de l'utiliser », comme tombé du ciel. Quand le bébé est arrivé plus tôt que prévu et que Rémi a appelé à 2 heures du matin pour demander de l'aide pour les frais d'hôpital imprévus, j'ai viré l'argent avant même la fin de l'appel. Quand la nounou a démissionné et que Liana était trop épuisée pour interviewer des remplaçants, j'ai pris en charge un service de placement temporaire. Quand la date limite d'inscription est arrivée et qu'ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas prévu de cours particulier, j'ai fait un autre chèque. Il y avait toujours une raison, toujours un besoin, et toujours moi. Avec le temps, j'ai commencé à tout documenter. Non pas parce que j'avais l'intention de les affronter, mais parce que j'avais besoin de quelque chose de solide auquel m'accrocher, un registre de ma propre valeur, un rappel que j'étais toujours là, même s'ils prétendaient le contraire. J'ai conservé les reçus dans un dossier intitulé « Soutien familial ». Ça m'a permis de me sentir moins effacée. L'appel concernant la fête d'anniversaire est arrivé 6 mois avant l'événement. La voix de Liana était douce, presque mielleuse. « Rémi et moi voulons faire quelque chose d'élégant pour nos 10 ans », a-t-elle dit. Rien d'extraordinaire, juste une soirée privée au Lafayette Club. Tu seras la première personne à qui on pense. Elle l'a dit comme une promesse. Puis est venu le chiffre. 18 000 $. Juste la compte. J'ai hésité une seconde. Puis j'ai dit oui. Elle ne m'a pas demandé si j'étais là, et je n'ai pas osé demander si j'étais invitée. Je me suis dit que je n'avais pas besoin qu'on me dise la réponse. Mais je crois qu'au fond, je le savais déjà. J'étais assise dans ma voiture bien après d'être rentrée au garage, le moteur retiré du coffret cadeau, toujours sur le siège passager. Le ruban saphir s'était défait pendant le trajet. Il s'enroulait maintenant comme un point d'interrogation sur le tapis de sol. Je n'arrêtais pas de l'entendre, sa voix, basse et froide. « Sors ce mendiant d'ici. » Mendiant. Le mot me collait à la peau comme une puanteur. Je pressais mes doigts contre mes tempes comme pour l'expulser de ma tête. J'avais voulu partager sa joie. Je m'étais habillée avec élégance, j'avais acheté quelque chose d'attentionné. J'avais passé des heures à chercher les mots pour la carte que je n'avais jamais pu offrir. Mais pour eux, j'étais une nuisance, une source d'embarras, un problème à régler. Mon téléphone s'est allumé à côté de moi. « Talia », j'ai répondu sans réfléchir. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» A-t-elle immédiatement senti quelque chose? Je me suis fait virer, ai-je murmuré. « Comment ça, virer ?» Ils m'ont fait escorter. « Rémi. » Il n'a pas dit un mot pour les arrêter. « J'arrive, » dit-elle sans hésiter. « Ne bouge pas. » Elle est arrivée 20 minutes plus tard, essoufflée, toujours en blouse. Au début, elle ne posa pas de questions. Elle grimpa simplement sur le siège passager, prit le coffret cadeau, le déposa délicatement sur la banquette arrière et ouvrit les bras. J'éclatai alors en sanglots, non pas des sanglots discrets et polis, mais de ceux qui jaillissent d'un creux. Quand les larmes cessèrent enfin de couler, je pris une grande inspiration, fouillai dans mon sac et en sortis le dossier en papier craft dont je n'avais parlé à personne. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « Mes dossiers, dis-je. Chaque virement, chaque chèque, chaque service.
Elle m'aida à le porter à l'étage. À ma table de cuisine, j'ouvris mon ordinateur portable et ouvris le tableur que j'avais commencé 9 ans plus tôt et que je n'arrêtais pas de mettre à jour. Nous parcourûmes ligne après ligne. Factures d'hôpital, voyages d'anniversaire, frais de scolarité, recherche, réparation de voiture, démarrage d'entreprise, argent, urgence familiale. Le total en bas indiquait 3 pour 1 248 692. Je n'avais pas regardé ce chiffre depuis un moment. Même moi, j'étais stupéfait. Ça ne compte pas la croisière que j'ai réservée pour leur anniversaire, dis-je, ni le voyage à Disney pour les enfants le mois prochain, ni la compte pour la rentrée scolaire. Ils fixèrent l'écran. Comme, ce n'est pas de la générosité. C'est de l'extraction. Ils ne t'aiment pas. Ils t'utilisent. Je secouai la tête. Ils m'aimaient. Rémi, si. Quand il était petit, il se glissait dans mon lit et m'appelait sa personne préférée. Maintenant, je n'ai de ses nouvelles que pour payer une facture. Talia me prit la main. Tu ne mérites pas ça. Non, dis-je, enfin stable. Mais je le laissai faire. Je lui facilitai les choses. Nous restâmes assis en silence. J'ai de nouveau fait défiler la feuille de calcul, mes yeux s'arrêtant sur la colonne « Soutien familial ». Puis j'ouvris un nouvel onglet et en créai un deuxième. Annulation. Le lendemain matin, je me réveillai avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ce n'était ni de la joie ni du soulagement. C'était plus froid que ça. C'était comme entrer dans une pièce dont on est resté enfermé depuis longtemps et y retrouver l'air intact, attendant. J'ai préparé du café, ouvert mon ordinateur portable et ouvert le tableur. D'abord, la croisière. Cette nuit dans le passage intérieur de l'Alaska. Je l'avais réservée 3 mois plus tôt comme cadeau d'anniversaire, avec suite avec balcon et excursion privée. J'ai appelé l'agence de voyage, confirmé mon identité et indiqué que je devais annuler cette réservation. Il y a eu un silence. Elle m'a lu les conditions d'annulation, moyennant de légers frais. J'ai accepté sans broncher. Rembourser le solde sur ma carte, ai-je dit. Et s'il vous plaît, n'en informez pas les passagers. Je m'en occupe. Ensuite, le voyage à Disney pour les jumeaux. J'avais tout organisé, vol, hôtel, visite VIP des parcs. Lorsque j'ai appelé pour annuler, le représentant m'a demandé si je voulais reporter ma réservation. Non, j'ai dit, annulation complète, s'il vous plaît. Puis est venu le tour de l'acompte de l'école. J'ai envoyé un email au bureau des admissions pour expliquer que l'acompte pour les frais de scolarité de Jackson Morgan ne serait pas versé. Aucune explication. Juste une rupture nette. Enfin, le club de golf. Le nom de Rémi figurait sur le compte, mais c'était moi qui payais les cotisations annuelles. J'ai appelé le responsable des adhésions et demandé le non-renouvellement. Nous serons désolés de les perdre, a-t-il dit. Je ne le serai pas, ai-je répondu avant de raccrocher. J'ai ouvert un courriel vierge, tapé lentement et soigneusement. Objet, soutien financier. Avis final. Veuillez rediriger tous les frais futurs vers Rémi et Liana Morgan. Avec effet immédiat. Je ne fournirai plus de contributions financières, de garantie ni de couverture d'aucune sorte. Cette décision est définitive. Aucune excuse, aucune justification, juste la limite clairement définie. Puis j'ai fait une dernière chose. J'ai viré 18 000 $, la même somme que j'avais donnée pour la fête d'anniversaire, à un fonds de bourse local au nom de Marcus. Il était enseignant dans le public avant d'être emporté par le cancer. J'ai expliqué à la fondation que c'était pour les élèves de familles monoparentales ayant des aspirations artistiques. J'ai ajouté un petit mot en hommage au sacrifice discret que personne ne voit. Lorsque la confirmation est arrivée, je suis resté longtemps assis à fixer l'écran. Je me sentais vide, mais un vide net, comme une blessure enfin guérie, même si elle me piquait encore. J'ai pris mon téléphone et bloqué leurs numéros un par un. Ni par haine, ni même par colère, juste par nécessité. J'avais besoin d'un espace où leurs exigences ne pourraient pas me suivre. Et pour la première fois, le silence m'a semblé une protection, pas une punition. Cet après-midi-là, j'ai pris le dossier du tiroir de mon bureau, celui où j'avais rangé tous les reçus, et je l'ai jeté à la poubelle. Je ne l'ai pas déchiqueté. Je ne voulais simplement plus le retrouver à proximité. J'avais fait ce que j'étais venu faire. Maintenant, il fallait que je me prépare à la suite. Les coups ont commencé avant même que j'ai fini ma première tasse de café. C'était rythmé, furieux, rien à voir avec les coups hésitants de quelqu'un qui doute d'être le bienvenu. Je n'ai pas eu besoin de regarder par le Judas pour savoir de qui il s'agissait.
J'ai ouvert la porte lentement, la main sur le chambranle. Rémi se tenait devant, la mâchoire serrée, le regard perçant. Liana était juste derrière lui, les bras croisés, les lèvres pincées. Sa mère, Claudette, se tenait près du bord de ses lunettes de soleil, toujours au pied malgré la lumière matinale. « Que se passe-t-il » demanda Rémi en s'avançant sans attendre qu'on l'invite. « Vous avez annulé tout ce que Liana a suivi. Le voyage à Disney, la croisière, la caution scolaire de Jackson. » Claudette émit un son de désapprobation, comme si elle assistait à une offense sociale plus qu'à une fracture familiale. Je m'écartai. « Entrez si vous êtes ici pour parler comme des adultes. » Ils s'arrêtèrent, intenses et silencieux. Je fis un geste vers la table à manger déjà dressée, avec un dossier en papier craft et une feuille de calcul imprimée. Je m'y attendais. « Vous nous punissez » dit Rémi en faisant les 100 pas. « C'est pour la fête, n'est-ce pas ?»« Non » dis-je. « Cela fait environ 10 ans, » railla Liana. « On ne vous a pas demandé de faire ce que vous avez proposé. » Je tapotai doucement la feuille de calcul. « Voici tout ce que j'ai apporté à vos vies ces 9 dernières années. Détaillé, daté, étiqueté. » Claudette s'approcha pour parcourir la liste. Son expression ne changea pas. « C'est de l'argent, » dit Liana. « Pas d'amour. »« Non, » répondis-je doucement. C'était moi qui essayais de gagner l'amour, de rester dans la course, d'être incluse. Je donnais parce que je pensais avoir de l'importance. Rémi s'assit lourdement. « Tu comptes vraiment? Alors pourquoi ne m'as-tu pas regardé ?» demandai-je. Il parut perplexe. Je pris mon téléphone sur la table et lançai un mémo vocal. Au début, le silence régnait, le murmure des voix provenant du hall du Lafayette Club. Puis la voix de l'agent de sécurité. « Elle n'est pas sur la liste, monsieur. » Un silence. Puis la voix de Rémi, inimitable. « Débarrassez-vous d'elle. » Un silence stupéfait s'abattit sur la salle. J'arrêtai l'enregistrement. « Tu ne m'as même pas regardé, » répétai-je d'une voix ferme. « Tu savais que j'étais là. Tu savais que j'avais payé la chambre où tu étais. Et tu les as laissés me traiter comme un étranger. » Rémi se prit la tête dans les mains. Liana croisa les bras plus fort. « C'était un malentendu, » dit-elle. « Non, » répondis-je. « C'était clair. » C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Claudette s'avança, puis, froide et polie. « C'est profondément regrettable, » dit-elle. « Mais tu exagères. » Je me tournai vers elle. Je ne l'invitais pas. Tu es là pour être mesurée. Je t'ai invité à écouter. Elle s'est détournée sans ajouter un mot. Liana s'est levée. On va régler les dépôts nous-mêmes. J'ai hoché la tête. Rémi s'est attardé un instant de plus. Je ne pensais pas que tu nous couperais la parole. Je ne pensais pas que tu me laisserais me faire jeter dehors, ai-je dit. Lorsqu'ils sont partis, j'ai refermé la porte lentement derrière eux, les mains toujours sur la poignée, longtemps après le déclic de la serrure, dans le silence qui a suivi. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait les 100 pas. Je suis allé à la cuisine. Je me suis servi une autre tasse de café et je me suis assise sur la chaise que j'avais tirée pour eux, mais que je n'avais jamais utilisée. 6 semaines ont passé. Pas d'un coup, pas proprement, mais lentement, comme une marée qui se retire après une tempête. Les jours sont venus calmes et sans incident. Je ne les ai pas comptés. Je les ai juste laissés passer. J'ai rempli le silence avec la routine. Promenade matinale, thérapie au café noir une fois par semaine avec une femme nommée Gwen qui ne bronchait pas quand je disais des choses comme « Je crois que j'ai élevé quelqu'un qui elle ne me voit pas comme une personne ». Elle hocha la tête, posa des questions réfléchies, ne me fit aucune promesse de guérison, mais me rappela que la conscience était une forme de liberté. J'ai sorti mes peintures du placard. Mes pinceaux étaient raidis, certains trop abîmés pour être conservés, mais je ne les ai pas jetés. Je les ai alignés sur la table comme des fantômes familiers, et j'ai recommencé. Ni pour vendre, ni pour impressionner, juste pour me rappeler ce que l'on ressentait en créant quelque chose qui ne demandait rien en retour. L'argent que j'avais autrefois destiné à la rénovation de la cuisine de Liana ou aux frais de scolarité de Jackson, je l'ai mis ailleurs. Une petite subvention au nom de Marche. Rien de tapac sans grave-l'œil, juste une enveloppe discrète de possibilités pour les mères célibataires qui essayaient d'échapper à la gestion financière. J'ai gardé le premier chèque anonyme. Cela me semblait juste. Un après-midi, j'ai ouvert la boîte aux lettres et j'ai trouvé une enveloppe rose pâle à l'écriture de travers. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier lignée recouverte d'encre violette. « Chère grand-mère, tu me manques.
Maman dit que tu es méchante, mais je sais que tu le es. Gentil. J'ai aimé ton collier et tes biscuits. Est-ce que tu peins toujours, Love Naomi? Je suis resté assis à la table de la cuisine, le tenant dans mes bras pendant un long moment. Sa petite voix perçait à travers tous les murs que j'avais construits. J'ai sorti mon papier à lettres et j'ai répondu ce soir-là. Je n'ai pas mentionné sa mère. Je n'ai pas demandé de visite. Je lui ai juste parlé d'un tableau sur lequel je travaillais et qu'elle me manquait aussi. Ce tableau allait devenir la pièce maîtresse de ma première exposition en 20 ans. Je ne l'avais pas planifié. Une amie de Gwen, qui travaillait dans une galerie, a vu mon travail et m'a proposé cette idée. J'ai refusé 3 fois avant de finalement accepter. La dernière œuvre que j'avais soumise était celle que j'avais évité de terminer. Au départ, c'était une table pleine de monde, visage flou, yeux cernés, mais au fil du temps, j'ai peint chaque tableau jusqu'à ce qu'il ne reste que la table et une chaise légèrement retirée, attendant. Je n'ai pas nommé le tableau au début. Puis je me suis souvenu d'une chose que Marcus avait dit un jour après la fête des 5 ans de Rémi, quand tout le monde est parti. Et nous étions juste tous les 3 à manger un reste de gâteau dans une cuisine silencieuse. Le vrai l'amour apparaît après la fête. Je l'ai baptisé d'après la fête. Le vernissage était prévu un vendredi soir au début du printemps. J'ai passé la matinée à terminer une lettre à Naomi, y compris une petite aquarelle que j'avais faite spécialement pour elle. Je l'ai scellée, j'ai adressé l'enveloppe et je l'ai déposée près de la porte avant d'aller me changer pour l'exposition. Épilogue. Toujours sa mère. Le message est arrivé tard dans la nuit, sa voix plus basse que dans mes souvenirs. J'ai vu ton nom dans le journal. Je n'avais jamais réalisé tout ce que tu faisais pour nous tous. Je ne sais pas quoi dire. J'ai écouté une fois, puis je l'ai effacé. Aucun message ne pouvait effacer ce qui avait déjà été fait. Le lendemain matin, j'ai encadré le dessin de Naomi et je l'ai accroché à côté après la fête. 2 vérités côte à côte, l'une tendre, l'autre méritée. J'ai pris du recul et j'ai assimilé. Je n'ai pas cessé d'être sa mère. J'ai juste cessé d'être leur idiote.